C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de l'acidification de l'océan avec Romain Troublé. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de la fondation Tara Océan. Et puis on est en duplex avec Fabrice Pernet. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes chercheur à l'Ifremer et auteur de ce livre sur l'acidification des océans, notamment justement avec Frédéric Gazeau, publié aux éditions Quae. Je commence avec vous, Romain Troublé. Il y a des expéditions de la fondation Tara Océan qui parcourent le globe depuis quoi, plus de 20 ans, c'est ça? 22 ans, oui. Et alors, on pourrait parler de toutes les limites planétaires, mais parlons de celle-ci, de l'acidification. Vous l'avez vu évoluer, vous l'avez vu, cette limite planétaire dépassée, progresser malheureusement. Nous, on l'a pas mesuré en tant que tel, parce qu'on s'est pas tout le temps intéressé à ce sujet-là, mais on a mesuré des paramètres qui permettent de la calculer, effectivement. Et depuis assez longtemps maintenant. Mais c'est facile de le voir à l'œil nu quand même. Il suffit de regarder les coraux en fait. Les coraux, il n'y a pas que l'acidification, il y a aussi la température de l'eau, et c'est surtout la température qui impacte beaucoup ces écosystèmes-là. D'accord. Mais l'acidification, c'est un sujet de... Un des problèmes, je pense que Fabrice va le dire, c'est que c'est un enjeu qui est difficilement réversible en fait. Pour revenir à l'état d'il y a quelques années, ça va prendre des centaines d'années. Oui, effectivement, on en parlera de la réversibilité. Fabrice Pernet, comment on calcule je me suis posé cette question toute simple en préparant l'émission. On dit, OK, on a dépassé la 7e limite planétaire, et là, en l'occurrence, celle de l'acidification. Comment vous le calculez, ça ? Alors, l'acidification, elle se mesure avec une unité qu'on appelle le pH. On a appris ça généralement au collège, au lycée. Mais en revanche, cette limite planétaire, elle est basée sur l'état de saturation en aragonite. Alors, quand on a dit ça, c'est un terme un petit peu complexe, simplement qui fait allusion au fait que les organismes dits calcifiants, c'est-à-dire tous ceux qui font des coquilles, les coraux, les coquillages, etc., finalement, fabriquent quoi? Ils fabriquent du calcaire, et du calcaire qui est sous la forme d'aragonite. Et donc, cette limite planétaire, en fait, elle traduit le caractère corrosif de l'eau de mer acidifié vis-à-vis du calcaire. Donc cette limite planétaire, c'est ça, c'est un état de saturation vis-à-vis de l'aragonite qui a diminué à cause de l'acidité de l'eau et qui rend l'eau finalement corrosive vis-à-vis du calcaire et qui va quelque part dissoudre les coquillages, les coraux, etc., etc. Selon l'UNESCO, environ 30% des coraux tropicaux pourraient disparaître d'ici 2050. Si évidemment on reste dans les scénarios actuels. Vous avez un peu cité des groupes d'organismes marins, Fabrice Pernet. Est-ce qu'il y en a qui sont plus vulnérables encore que d'autres face à cette acidification ? Alors, c'est vraiment les coraux, typiquement les coraux d'eau chaude, les coraux tropicaux qui sont de loin les plus vulnérables, justement parce qu'ils fabriquent de l'aragonite, une forme particulièrement soluble de calcaire. Donc, ceux-là sont de loin les plus vulnérables. Et puis, il y a ces organismes qu'on connaît moins, qui vivent dans l'océan austral, qui sont des ptéropodes, qui sont des petits escargots volants dans l'eau de mer, littéralement, qui, eux, sont très vulnérables à l'acidification, parce qu'il faut savoir que l'acidification n'est pas un phénomène qui est homogène à l'échelle du globe. Les eaux froides sont beaucoup plus touchées parce qu'elles dissolvent beaucoup plus de CO2, et donc ce phénomène-là, il s'y produit de manière beaucoup plus rapide, en fait. Et donc l'océan austral et tous les organismes à coquilles qui vivent dans cet océan-là sont beaucoup plus touchés que les autres. Romain Troublé, il y a une expédition, là, juste après notre interview, vous partez en Bretagne, c'est ça ? Nouvelle expédition de Tara, de la Goélette, pour aller où et pour faire quoi ? Elle va partir en Asie du Sud-Est pendant 2 ans, 18 mois sur place, parce que c'est un peu loin quand même. Et on s'intéressait au triangle de corail, notamment au récif corallien de cette zone-là, qui bien sûr sont sous pression, sous pression de pollution évidemment locale, mais aussi sous pression de température. Et par contre, un papier dans Nature de 2023 a mis en évidence une sorte de thermotolérance, en fait, une tolérance à la température. Comme s'ils s'habituaient à cette température plus élevée. Oui, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, et je veux dire, les coraux aujourd'hui, ils prennent de plein fouet cette température, et puis demain, ça sera l'acidification qui est en train d'arriver. Et donc, l'idée est d'aller partir avec le CNRS, avec beaucoup de chercheurs. Il y a 40 laboratoires de 20 pays qui sont impliqués dans cette mission, et qui va à la fois faire de la recherche sur ces sites pendant 18 mois et comprendre pourquoi, quels sont les moteurs de cette résistance, tolérance. On va voir. À chaque fois qu'il y a une mission, parce que vous êtes venu plusieurs fois nous en parler ici, des programmes Tara Océan, il y a aussi le programme Tara Microbiome. En fait, on détecte, on découvre
une richesse quand même microbienne qui est immense, qui était peut-être insoupçonnée. On continue d'apprendre, quoi. C'est ça, cet espace qu'est l'océan qu'on connaît si mal. Oui, on fait ça avec plein de chercheurs, avec l'IFREMER, avec le CNRS, avec plein de laboratoires. Et évidemment que la technologie aussi a donné de nouvelles loupes, en fait, pour voir différemment la planète. Et depuis quelques années maintenant, depuis 2 décennies, on commence à voir des organismes non plus par leur forme, non plus par la vision, mais par leurs molécules, par leur ADN, et on arrive à même savoir ce qu'ils font, quelles sont les fonctions qu'ils mettent en œuvre, quelles sont les voies métaboliques qui sont activées dans l'océan à l'instant T. C'est le début, je crois qu'on est en train de découvrir notre ignorance déjà, et puis après, savoir qui est là, c'est la première étape. Je pense qu'on est en train d'avoir un peu qui est là. Maintenant, c'est de savoir comment ça marche. Alors là, c'est une complexité qui est bien supérieure à la cellule, à l'atome, à la cellule. On parle des écosystèmes, des interactions entre espèces. Et décrire ça, c'est, je pense, essentiel pour décrire comment notre monde va changer et comment trouver aussi des réponses à tout ça. Fabrice Pernet, il y a effectivement la question de la réversibilité, c'est-à-dire que voilà, moi je vois souvent quand on parle de biodiversité, on nous dit il suffit de laisser la nature tranquille et finalement elle reprend ses droits assez vite. Là en l'occurrence on parle d'acidification, c'est quoi? C'est un phénomène qui a été, peut-être que je me trompe, mais long ou très long, ou alors finalement assez rapide, et ce qui est sûr c'est que ça va mettre beaucoup de temps pour éventuellement revenir en arrière. Alors en fait, il faut voir que l'acidification, c'est souvent ce qu'on décrit comme étant l'autre problème du CO2. Autrement dit, l'acidification est très fortement corrélée d'une certaine manière au réchauffement, parce que les deux ont la même cause. C'est trop de CO2 dans l'atmosphère, trop de CO2 dans l'atmosphère, trop de CO2 dans la mer, et donc une acidification. Et en fait, quelque part, l'acidification se produit à peu près au même rythme que le réchauffement. C'est ça que je veux vous dire. Et si demain on arrête nos émissions de CO2, demain on arrête tout, on coupe le robinet de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, globalement, le processus d'acidification s'arrêtera quelques années, quelques décennies après. Alors, ça ne veut pas dire qu'on retournera à l'état initial, en effet, parce que tout ce CO2 excédentaire, il va falloir l'éliminer. Et ça va prendre des milliers d'années pour le faire. Donc oui, on est quand même globalement pour un retour à un état initial, ça va prendre du temps. On parle de 10 000, 100 000 à 1 million d'années. Donc c'est bien au-delà de l'échelle des vies humaines, globalement. Mais il faut savoir que les limites, cette limite-là, la 7e, celle de l'acidification, elle est potentiellement réversible dès lors qu'on diminue ou que l'on arrête nos émissions de CO2. Et ça, c'est encourageant parce que quelque part, la balle est dans notre camp, en fait. Oui, effectivement. Même si arrêter, on voit bien qu'on on célèbre aujourd'hui les 10 ans des accords de Paris. Voilà, on n'y est pas, et loin de là. Même si le rythme d'émissions de gaz à effet de serre, alors, il continue de progresser, mais beaucoup moins vite que dans la décennie précédente. Un chiffre encore sur puisqu'on a bien compris que c'était lié très clairement au réchauffement, océan et réchauffement, et les océans, où l'océan absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur lié au réchauffement climatique depuis les années 70. Là aussi, Romain Troublé, est-ce que c'est un amortisseur naturel, l'océan, c'est ça? Mais il a ce rôle-là, est-ce qu'il atteint ses limites, d'une certaine façon? Ses limites, oui, on voit bien qu'il est sous stress, sous pression, en fait. Et ses limites planétaires, c'est un peu... faut vraiment les prendre comme un bilan sanguin, en fait. Où vous avez à droite, sur la colonne de droite, vous avez des petits chiffres qui vous disent si vous êtes en dehors des limites. Attention, vous êtes au-dessus, quoi. Et quand on est au-dessus, il faut se consulter, quoi. Et donc on en est là aujourd'hui, c'est que, attention, alerte, on est en train de prendre une mauvaise trajectoire. Et tout le monde le sait, mais là, ça met des chiffres et c'est plus pragmatique. Et puis je voudrais qu'on parle peut-être allez-y. Pour revenir sur l'accord de Paris, on fête les 10 ans aujourd'hui. Avant l'accord de Paris, la trajectoire de l'humanité à 2100, c'était plus de 4 degrés. 10 ans après l'accord de Paris, la trajectoire est de 2,4 degrés. Donc on a quasiment fait la moitié du chemin. Donc ça va pas assez vite. C'est bien ce que vous dites, parce qu'on peut être dans un moment où on a tendance à baisser les bras en disant on n'y arrive pas. Oui, surtout en ce moment dans le géopolitique actuel. Voilà. Mais pour moi, ça marche. Le volontarisme, ça a des effets. Je pense. Et puis évidemment qu'on a des variations interannuelles, comme beaucoup de phénomènes en ce moment. Mais que la tendance est quand même à l'engagement, et on voit bien que le monde économique, pour la plupart, ont bien compris que leur survie de demain, il devait changer. Par contre, ça ne va pas assez vite, et évidemment, comme le dit Fabrice, il faut réduire cette émission, et déjà les stabiliser, ça serait déjà fantastique. Et
Et après, il faut les réduire. Ouais. Avec peut-être une question, Fabrice Pernet, parce que là, ça peut sembler un peu, discussion de scientifique, là, mais sauf que ce dont on parle, ça a quoi? Des conséquences sur la chaîne alimentaire, notamment? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on parle des coquillages et des coraux, et du coup, on a du mal à imaginer à quel point l'écosystème marin va être bouleversé. Il faut aussi imaginer qu'il y a des espèces de phytoplancton, des algues microscopiques, des petits végétaux, dont tous les organismes dépendent, se nourrissent, qui vont être touchés. C'est donc la base de la chaîne alimentaire marine, finalement, qui est touchée quand on touche le phytoplancton. Et ça aura des répercussions, du coup, jusqu'au plus haut du sommet de la chaîne alimentaire, jusqu'aux super prédateurs, etc., etc. Donc l'acidification des océans va toucher des groupes d'organismes dont certains sont clés, sont des ingénieurs quelque part des écosystèmes. Et en touchant ces organismes-là, c'est finalement toute la chaîne alimentaire, tout le réseau alimentaire qui est touché, toute la biodiversité. L'acidification des océans, il faut le voir comme ça, c'est à terme une perte de biodiversité. Une perte de biodiversité, et puis aussi pour toutes les populations des pays côtiers qui dépendent des ressources marines, c'est aussi un impact direct, Romain. Bien sûr, mais quand vous regardez l'exemple, Fabrice a pris l'exemple des coraux, les récifs coralliens, mais les récifs coralliens, c'est une symbiose qui est sensible à l'acidification, bien sûr, mais qui est symbiose qui construit des villes sous-marines dans lesquelles 30% de la biodiversité est abritée. Donc, ça, c'est la première chose, biodiversité. Puis ces récifs coralliens, ils protègent beaucoup d'îles et beaucoup de populations de l'érosion par les grosses vagues du Pacifique qui viennent décimer des côtes, etc. Donc, en fait, derrière tout ça, c'est pas que des histoires de biologie et d'espèces magnifiques dans l'océan. C'est une histoire de notre histoire. C'est-à-dire que comment on comprend à un moment donné que notre vie, c'est la même c'est l'importance que le vivant, que tout ça est lié et que on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. C'est-à-dire cette planète, elle est formidable. Et c'est un miracle. Et comment prendre ça le recul qu'il faut pour comprendre ça, c'est tout l'enjeu des années qui viennent, et des années passées d'ailleurs. Je voudrais terminer, Fabrice Pernet, avec une question justement sur ce 10e anniversaire de la signature des accords de Paris et ce consensus scientifique, avec peut-être ce sentiment que vous avez de devoir revenir en arrière, c'est-à-dire face à les climato-sceptiques et leur climato-sceptique en chef qui est à la Maison-Blanche, vous êtes obligé de recommencer à redire des choses que vous aviez le sentiment que tout le monde avait intégré et accepté? Alors en fait non, parce qu'on n'a jamais arrêté. En vérité, on n'a jamais arrêté de dire les choses, parce qu'il y a toujours eu du scepticisme. Alors aujourd'hui, on parle de déni, c'est plus du scepticisme, comme vous l'avez dit. Plus que consensus, il y a unanimité globalement sur le changement climatique et sur le fait que l'homme aujourd'hui en est la cause. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, quand les gens n'y croient pas, on parle plus de scepticisme, parce que scepticisme, ça veut dire qu'il y a du débat, qu'il y a de la controverse et qu'il y a des données contradictoires. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc, on parle plutôt de déni. Et donc, quelque part, il faut continuer à dire ce qu'on a toujours dit, mais avec beaucoup plus de force, parce qu'on a affaire à des gens pour lesquels il y a plusieurs types de vérités. La science en est une parmi d'autres, et c'est ça qui est très très grave, alors que la science, c'est finalement la manière d'être le plus proche possible d'une forme d'objectivité. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart for Change. Bon voyage à la goélette Tara vers l'Asie du Sud-Est. Et puis Fabrice, regardez votre livre sur l'acidification des océans avec Frédéric Gazeau est aux éditions Et on passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. Et si vous changiez de regard sur les cités de banlieue?